Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à tous. Moi, je ne sais pas exactement sur quoi je vais commencer parce que, en fait, ici, on va discuter, c'est ça. Oui. Et avec les organisatrices, quand on avait échangé des emails, donc l'idée, c'est qu'on propose des thèmes. J'avais proposé 4-5 thèmes. Et puis, je crois qu'il y en a 2 qui ont été plus ou moins retenus, donc je vais me lancer là-dessus. Alors, il y avait une première question, donc j'avais énoncé ça sous forme de question, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est poser des questions et puis essayer de répondre, même si on n'a pas de très bonnes réponses. Alors, pourquoi en France persiste-t-on à ignorer le mot littératie, déjà adopté par les autres pays francophones? Ça a commencé au Québec. Oui. C'est pas un pays, mais enfin bon, vous comprenez. Presque. La Catalogne, on ne sait pas ce qu'elle va donner non plus. Bon. Enfin, on sait ce qu'a donné le Québec. Ils ont perdu. Oui, ils ont perdu, mais bon, oui, je crois qu'ils ont perdu. Plus ou moins définitivement. Enfin, définitivement, ça n'existe pas dans l'histoire. Mais bon, donc, voilà, Québec a commencé, la Suisse a suivi, la Belgique. La Belgique s'est même un peu moquée de vous, Français, excusez-moi, mais ils ont lancé l'Association nationale de la lecture du côté francophone a lancé une revue qui était, qu'ils ont décidé d'appeler Lettrure, puisque littératie n'était pas tellement admis, Lettrure. Alors, Lettrure, c'est un vieux mot français qui vient encore, même avant, ça se trouve dans le roman de la Rose, mais même avant cela. Et les Anglais ont repris dans les contes de Canterbury, vous trouvez la lettrure. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que ça combine lecture et écriture. Alors, pourquoi les Français ne s'adaptent pas et n'adoptent pas plutôt ce mot littératie? Alors, je suis psychologue, je peux essayer une interprétation psychologique, mais je ne suis pas sûr du tout que c'est la bonne. Une volonté de se singulariser, un refus du changement. Je ne sais pas, je vous laisse à vous, c'est vous qui êtes impliqués, donc essayez-vous de considérer ce problème-là. Alors pourquoi j'aime bien littératie? Et je l'utilise constamment, et je l'utilise ici aussi, que vous vouliez ou non. Je l'utilise. C'est un mot à contenu plus vaste et plus qualifié que simplement dire la lecture, l'apprentissage de la lecture, etc. La lecture seule, c'est mauvais. C'est une négligence, je dirais presque maléfique de l'écrit. C'est nous couper une jambe, justement la dominante, celle qui nous permet de nous exprimer et d'influencer les autres. Alors, en outre, littératie va au-delà de l'alphabétisation, va au-delà du décodage et du recodage. La littératie, c'est un terme donc qui doit s'appliquer aux lecteurs et scripteurs habiles, c'est-à-dire ceux qui non seulement sont autonomes dans la lecture et l'écriture, mais lisent les mots et accèdent à leur forme orthographique immédiatement, automatiquement. Ce sont ces lecteurs et scripteurs-là qu'on doit appeler de lettrés. Donc, je mets en correspondance avec le terme littératie, celui-là de lettré. Quelqu'un qui est alphabétisé n'est plus illettré. Il n'est plus illettré, mais il n'est pas nécessairement lettré. Donc, ne considérons pas cela, les illettrés et lettrés, comme 2 catégories qui remplissent toute la gamme des habiletés, des performances, etc. Alors, aujourd'hui, on distingue partout dans le monde des domaines de la littératie. Il y a la littératie scientifique, la littéraire, la sanitaire ou de la santé, l'économique, la pédagogique, la juridique, enfin, et ça continue. Je ne sais pas si on le fait en France comme ça aussi, mais puisqu'on n'utilise pas littératie, on ne va pas appeler de littératie, par exemple, financière. Je ne sais pas. Et il n'y a pas que cette distinction, qui est une distinction en termes d'objet ou de matière. Il y a une autre qui, à mon avis, est plus importante, qui est fondée sur la nature des processus mentaux impliqués. Or, dans un livre que j'ai publié début de l'année, j'ai proposé d'appeler
de distinguer trois types de littératie qui sont en rapport avec ces processus mentaux, processus cognitifs. Un, c'est la littératie productive, donc je dirais qu'il y a des lettrés qui sont productifs au sens, qu'est-ce que c'est la littératie productive? C'est celle qui permet aux lettrés d'acquérir connaissance à travers la lecture ou de l'information, donc en lisant, et de la transmettre à autrui à travers l'écriture. Donc c'est simplement une assimilation et une reproduction. Il n'y a pas création de nouvelles connaissances, rien de cela en plus. C'est une transmission. Et donc on maintient, on reproduit. Deuxième niveau de littératie. Alors deuxième et troisième, je ne vais pas les distinguer en termes de position, d'ordre, etc. Mais c'est juste pour lancer déjà une autre qui est la littératie critique et argumentative. Alors celle-là est nécessaire pour toutes sortes de controverses et voilà, nous sommes dans une controverse. Donc on va argumenter, oral, oui, pas physique. Bon, on va argumenter avec nos littératies ou nos connaissances et nos idées et nos positions respectives. Bon. Donc, c'est nécessaire pour les controverses et c'est nécessaire pour les débats démocratiques, c'est-à-dire les débats où tout le peuple, et j'insiste sur le tout le peuple doit pouvoir intervenir. Voilà pourquoi tout le peuple, et encore j'insiste, tout le peuple devrait être lettré et capable de critique et d'argumentation. Et ne me dites pas que j'ai un discours populiste, ne me sortez pas cet épouvantail-là. Enfin, mais je dis, c'est à mettre sur le même pied que la littératie critique et argumentative, peut-être elle est un peu plus rare, c'est la littératie créative, qui va au-delà de l'évaluation critique, celle qui crée de nouvelles idées et connaissances, de nouvelles formes et fictions littéraires, ça dépend du domaine dans lequel on se trouve. Voilà, donc ça c'est mon apologie et ma justification, mes arguments pour, puisqu'on parle de littératie argumentative, et donc j'espère vos contre-arguments, vos objections, etc., en tout cas de vous autres, mais pourquoi pas, je ne sais pas comment c'est prévu, mais je crois que le débat doit être démocratique, comme j'ai dit à un moment donné. D'accord? Bon, alors Yann, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, je peux continuer sur la deuxième question. Alors, pourquoi en France, les inégalités en lecture, telles que celle-ci est évaluée par PISA, chez les adolescents de 15 ans, augmentent de manière significative et plus importante que partout ailleurs? Donc ça, c'était la question. Alors, d'abord, je dois exprimer cette évolution par des chiffres. Je prends donc PISA, et nous devons être conscients que peut-être ce sont des surestimations, et cela pour trois raisons. D'abord, il n'y a que des adolescents scolarisés de 15 ans. Scolarisés, il y en a d'autres qui sont plus scolarisés. Ça dépend des pays. Je peux imaginer qu'en France, pas beaucoup plus, mais bon, il y en a quelques-uns. Deuxième raison, ça ne concerne que la lecture et pas l'écriture. Et j'ai déjà dit que c'est un gros problème que l'écriture ne soit pas partout depuis le début de l'apprentissage, dès le début de l'apprentissage. C'est tout à fait fondamental et c'est historiquement qu'on privilégie la lecture parce que l'écriture c'est dangereux. La lecture permet aux gens d'intervenir. C'est bien de lire la Bible, mais pas de la critiquer. Bon, et ça, donc, c'est un avantage pour les classes dominantes de, ok, les gens peuvent lire, mais écrire halte là. Donc, le problème aussi, c'est que l'écriture est beaucoup plus exigeante et pour des raisons tout à fait normales, il y a le rappel exact de l'orthographe, il y a l'organisation du discours écrit, il y a toute une série de caractéristiques qui, évidemment, sur le plan cognitif, vont être plus exigeantes. Troisième raison, dans PISA, il n'y a que des tests de compréhension en lecture. Ce n'est que la lecture et en plus ce n'est que de la compréhension en lecture. Donc rien sur la fluence, la précision et la vitesse dans la lecture de mots et de pseudomots. Aucune observation des mouvements oculaires, par exemple pour savoir comment l'élève lit.
Mais bon, ça c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir des appareils et savoir les utiliser. Mais en tout cas, des tests de fluence, on devrait pouvoir les faire. Eh bien, il n'y a rien. Et on a des problèmes. Et moi, j'ai un problème quand j'essaye de catégoriser les résultats de PISA en termes de mes catégories qui étaient lecture, les traits productifs, les traits critiques et argumentatifs, etc. J'ai des problèmes parce que je n'arrive pas à bien comparer avec les 6 niveaux de lecture, de compréhension en lecture qui sont dans PISA. Bien, alors, je vais parler plus vite, sinon je n'ai pas le temps de dire les choses que je voulais. Il y a beaucoup de lettrés qui atteignent le niveau 3, qui est celui de comprendre un texte, tout simplement, comprendre un texte, qui pourrait ne pas être habile. Plutôt, ils pourraient être plutôt des lecteurs autonomes, assez efficaces, mais qui ne lisent pas encore de manière automatique. Donc, je ne les appellerai pas lettrés. Mais admettons que tous ceux qui atteignent le niveau 3 sont des lettrés. Eh bien, en moyenne, sur les pays de l'OCDE, en 2015, ceux qui n'atteignent pas le niveau 2, et donc, d'après PISA même, n'ont pas de chance de poursuivre des études supérieures et d'avoir une profession avec une exigence raisonnable en lecture, c'est 20%. Si on ajoute les 23% du niveau 2, cela nous fait au moins 43% qui sont alphabétisés, mais certainement pas lettrés. Et au niveau 3, dont j'ai des doutes encore, mais admettons, 28%. Donc, il y aurait 71% en dessous de la littératie critique. Parce que c'est au niveau 4 qu'il y a un test qui dit « Ah, il faut l'évaluer de manière critique ». Mais quand j'ai regardé même les tests, bon, c'est très modeste comme exigence critique. Et, ça c'est fou quand même, nous appelons ces pays démocratiques quand ils n'ont tout au plus que 29% de lecteurs critiques. Bon, en France, prenons la France, en 2015, 41% en dessous du niveau 3, en dessous du niveau 3. Clairement, ce n'est pas des lettrés, 41%. Des lecteurs critiques, bon, et on peut imaginer ce qu'ils vont devenir. Maintenant, ils ont 15 ans, ou ils avaient il y a 1 an ou 2. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon. Des lecteurs critiques, donc niveau 4 au moins, il y avait 36%. Donc un peu plus que la moyenne de l'OCDE. Mais il n'y a pas de raison d'être fier. Autre problème, et ça c'est le problème fondamental, l'évolution. De 2002 à 2015, les très bons lecteurs, c'est-à-dire les niveaux 5 et 6 en compréhension, sont passés de 12% à 15,5%. Donc il y a eu une augmentation des très bons lecteurs. Très bien, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais les très mauvais, en dessous du niveau 2, ils ont augmenté aussi, et plus, davantage, de 14 à 22%. C'est-à-dire une augmentation de 57% par rapport à la base de 2002, pardon. Il faut le faire, hein. C'est énorme. C'est le seul pays d'ailleurs qui montre cette tendance à l'augmentation des extrêmes. Pourquoi? Alors on peut chercher dans les causes, on peut chercher dans beaucoup de domaines. On peut chercher dans les problèmes pédagogiques, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on pratique au niveau de l'enseignement de la lecture et de l'écriture? Bon, moi je dois vous dire que je commence à en avoir marre, parce que je viens en France depuis 1995. J'ai été 12 ans avec mon collègue et ami Michel. Pendant 12 ans, on a travaillé comme des fous pour ça. Et avec envie. Et on avait des compagnons dans cet observatoire qui étaient des gens extraordinaires. Rappelle que c'est l'Observatoire de la lecture. Observatoire national de la lecture. Bon. Eh bien, j'ai l'impression que rien n'a changé. 22 ans après, j'ai l'impression qu'on a les mêmes débats, les mêmes problèmes, que rien n'a strictement changé. Et j'ai vu une succession de programmes scolaires où les uns diminuent tout de suite après, parce que 2002, c'était quand même pas mal. Et puis, d'ailleurs, je crois que l'Observatoire avait assez fort influencé ces programmes-là. Puis, il y en a eu d'autres en 2008, c'était une catastrophe. Puis, il y en a eu d'autres, je crois qu'il y en a encore de nouveaux, mais moi, j'ai l'impression que ça reste
la même chose. Alors, je dois vous dire, je suis venu surtout pour vous dire ça. Quand même, moi j'ai confiance en vous. Je veux avoir confiance en vous. Changez la situation. Arrêtez de continuer à faire en sorte, comme vos prédécesseurs, qu'on va rediscuter indéfiniment les mêmes problèmes et qu'on n'a rien appris. Bon, voilà. Je préfère être sincère. Hein, ça, je dis ce que je pense. Bon. C'est ça la littératie critique et argumentative aussi. Bon. Alors, il y a un autre problème, bien sûr. Il n'y a pas que la pédagogie et ce qui se passe au sein du ministère, de ses activités, etc. C'est quelle est l'idéologie actuellement? C'est la priorité à la formation du haut capital humain. Et on le forme, puisque ça monte dans les niveaux 5 et 6 en compréhension en lecture. La formation du bas peuple, ça c'est un boulet qu'on traîne. Et tout contribue, dès la toute petite enfance, à ce que ceux du haut montent et que ceux du bas descendent. Et c'est ce qu'on observe. Et surtout qu'on ne les mélangeons pas, hein, qu'on pratique la ségrégation de classe. Bon. Alors, cessons de croire que le principal problème est l'enseignement par la bonne méthode. Bonne méthode, c'est une grosse discussion. Mais il y a sûrement des meilleures méthodes que d'autres, et évidemment que je vais vous dire que la bonne méthode, vous l'appelez syllabique. Moi, je l'appelle phonique. Je crois qu'on aura l'occasion de parler de tout ça. Bon, le principal actuellement, et ça c'est un autre problème au-delà de l'enseignement, c'est que la littératie, et surtout la haute littératie, est le privilège d'une minorité. Et pour que ce privilège reste en son sein, évidemment, on continuera à, disons, reproduire cette situation. Donc il faut trouver d'autres moyens de changer cette situation. Alors évidemment, ces autres moyens, vous l'avez compris, c'est l'action politique. Bon, mais ça, aux Français, de faire en France ce qu'ils entendent. Merci beaucoup. Bon, on fait venir, on invite un grand chercheur belge et il nous torpille ce qu'on fait. Et en plus, il a un discours gauchiste. Quand même. Enfin bon. Je vais reprendre un certain nombre de points. Il me semble qu'il y a 3 points qui ont été abordés par José Moraes. Le premier, c'est celui de la littératie. Une sorte de critique de la France qui n'adopte pas un terme, alors que ce terme aurait l'avantage d'être beaucoup plus englobant que ce qu'on appelle lecture et autres. Bon, je vais revenir sur ce point. Et ce terme a des implications, je suis d'accord, hein. Donc il n'y aura pas de controverse sur cette dimension, et je vais simplement ajouter le fait que dans la notion de littératie, il y a une extension qu'il n'a pas envisagée et qui est très importante, qui joue sans doute un rôle aussi très important dans la sélection sociale. Donc je vais revenir là-dessus. Le deuxième point qu'il a évoqué, mais en passant très rapidement, alors que c'est un point qu'on ne peut pas ignorer, c'est le fait que nos outils, les outils de PISA ou autres, sont des outils ou ceux qu'on vient d'évoquer avec la journée de la défense, sont des outils qui sont insuffisamment précis pour qu'on détecte de manière précise les difficultés rencontrées par différentes couches de population. Et on aura l'occasion, je ne sais pas si tu y reviendras dans ton exposé, moi j'aurai l'occasion d'y revenir, on ne peut pas faire comme si, enfin on peut toujours faire comme si on donnait une note globale à une performance. Hein. Bon lecteur, faible lecteur, on coupe en 2, en 3, on fait des... Mais quand on commence à poser le problème du passage d'une image sociale utile pour piloter le système ou pour donner une idée de la réussite générale, à la question de l'action,
C'est-à-dire, lorsqu'on veut intervenir, alors cette image globale est totalement insuffisante, puisqu'elle ne nous apprend rien, sauf qu'elle est un objet de polémique. Le niveau monte, le niveau baisse, le niveau a baissé. Pourquoi est-ce que dans les tableaux qu'on nous a montrés tout à l'heure, l'accroissement des faibles lecteurs est très important dans la Nièvre, très important dans la Saône-et-Loire, très important dans Lyon, et pourquoi est-ce qu'il baisse je vais y arriver, en Côte d'Or. Voilà, j'avais Bourgogne. On a la même chose en Auvergne, où je suis. Hein, c'est Clermont monte, et puis tout le reste est en train de dégringoler. Et donc, ça, c'est pas un problème d'apprentissage, c'est un problème de gestion des territoires avec la métropolisation et le fait que les élites, osons, les élites vont aux capitales régionales, évidemment, il va rester dans les autres parties des populations qui, je dirais, à la fois sur le plan de leur comportement, mais aussi sur le plan, pardonnez-moi, mais de la reproduction physique, vont poser des problèmes à terme. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis le troisième point, c'est ce qu'il a évoqué à propos d'une sorte d'inertie de notre société qui, et c'est vrai, nous avons travaillé pendant 12 ans dans l'Observatoire de la lecture, nous sommes responsables l'un et l'autre de deux des rapports, le rapport sur les tout débuts de l'apprentissage avec Robillard, qui était inspecteur général, c'est José qui a géré ça, et puis le rapport sur maîtriser la lecture, et dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est vrai que si on regarde les choses de manière un peu générale, on peut penser que rien n'a bougé. Alors, je vais introduire un élément. Voilà. Donc, je vais reprendre la notion de littératie, je vais reprendre la notion de compréhension, en fait, et je vais parler un peu d'écriture aussi. Donc, je vais commencer par la littératie. La littératie, c'est un concept qui englobe toutes les activités associées à l'écrit dans leurs différentes fonctions, c'est les classements que tu as adoptés, mais aussi dans une sorte d'imprégnation sociale. C'est-à-dire que les enfants dans nos sociétés viennent au monde en ayant autour d'eux des environnements qui vont les plonger d'emblée ou pas dans la littératie. En d'autres termes, les élites, tout en haut, sont d'abord issues de milieux qui d'emblée plongent leurs enfants dans la littératie. On ne peut pas oublier ça. Elles le font, bien sûr, en lisant plus de petits ouvrages, d'albums, mais bien au-delà de ça, en utilisant un lexique un peu au-dessus, un peu plus proche de l'écrit que de l'oral classique, alors que ces gens-là savent parfaitement parler comme des guignafiers dans la vie courante, ils sont capables, mais avec leurs enfants, c'est pas pareil. Ils introduisent une attitude par rapport au langage qui est une attitude distanciée, par exemple avec des jeux de mots, avec de l'humour, c'est-à-dire que très vite, alors ça réussit plus ou moins bien, mais dans l'ensemble, l'une des choses qui caractérise la société française et qui fait qu'on peut tenir le discours qu'a tenu José Moraes tout à l'heure, c'est le fait que, et c'est terrible pour l'école, c'est qu'on peut pratiquement, avec la hiérarchie des performances à l'entrée à l'école, prédire la hiérarchie de sortie à l'issue du système scolaire. En d'autres termes, on peut l'appeler l'ascenseur social, mais il y a une inertie du système qui fait que la culture ambiante, les habitus, pour prendre un autre type de lexique, confortent les inégalités, et ces inégalités, elles sont d'emblée des inégalités de littératie. Voilà. Et donc ton terme est, je pense, parfaitement adapté, sauf que je crois qu'au dictionnaire, on n'a pas adopté littératie, mais on a adopté lettrisme.
Non, littérisme. Littérisme. Voilà. C'était un comité de l'Académie qui a décidé de faire cela et ça, personne n'a adopté. Non, mais dans un siècle peut-être. Lettrisme, c'est un courant artistique, donc c'était pas possible. Oui, c'est ça. Mais autrement, c'était bien l'idée qui était derrière, puisqu'on a adopté numérisme et innumérisme de la même façon, mais c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus restreint, technique, que la notion de littératie. Voilà, j'ai dit sur la littératie, donc à mon sens, il n'y a pas entre nous de controverse, il y a simplement le fait que cette littératie comme imprégnant toute la société est aussi à l'origine des inégalités. J'étais hier à Nancy avec la rectrice de Nancy qui était avant rectrice de Guyane. Et elle disait que les enfants locaux étaient à des années-lumière de la perception qu'ont nos enfants de ce qu'est l'écrit, à tel point qu'une des causes d'échec dans cette partie de la France, puisque c'est une partie de la France, tient au fait qu'ils n'ont pas cette espèce d'imprégnation par la littératie. Vous voyez, alors nous, on a oublié complètement ça, évidemment. Mais il y a quand même à l'intérieur des différences. Alors, je vais prendre maintenant la question de l'écriture. Je reviendrai cet après-midi sur cette question. C'est une question très importante. Et pour essayer de la rendre plus saillante dans vos esprits, j'ai choisi de comparer, parce que là, il y a une opposition de termes, le fait d'être mélomane et le fait d'être musicien. Hein, c'est clair. Le mélomane aime la musique, il peut la connaître très bien, il peut être extrêmement cultivé. Le musicien a une autre perception de la musique. Il sait produire de la musique, et donc son niveau de maîtrise de la musique est tout autre, en particulier en ce qui concerne la finesse de la connaissance, le caractère détaillé des successions de notes, l'utilisation des modulations. Vous voyez, eh bien, nous sommes exactement dans cette situation lorsqu'on oppose, je répète, j'y reviendrai cet après-midi, compréhension et production. La production, c'est un outil majeur pour la compréhension, et la réciproque est vraie, bien sûr. Et il est très curieux que le travail sur la production n'ait jamais suivi le travail sur l'apprentissage, même au niveau de l'apprentissage du code. C'est l'apprentissage du décodage qu'il a emporté depuis très longtemps sur l'apprentissage de ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire le faire. Voilà. Donc, c'est un point important, et ça n'est pas vrai seulement pour l'apprentissage du tout début. L'apprentissage de la forme des mots, ça joue un rôle extrêmement important à ce niveau-là, j'y reviendrai, mais ça joue également dans la production syntaxique. Par exemple, le fait de produire des phrases, c'est pas du tout la même chose que de comprendre les phrases. Ou tout au moins, produire des phrases exige un niveau de planification, d'organisation, et ça ne se réduit pas à la grammaire. C'est pas la même chose. Et puis c'est la même chose pour les textes, et ainsi de suite. Donc voilà, sur l'écrit, il y a probablement dans notre système une insuffisance de focalisation sur cette dimension. Et puis, le dernier point, c'est la compréhension. Et là, je pense que c'est un peu injuste de dire que ce qu'on a fait à l'Observatoire de la lecture n'a pas eu de conséquences. Si vous, peut-être vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, pour d'autres non, quand on regardait les évaluations issues de l'ADEP à la fin des années 90, on observait de manière systématique que dans les épreuves portant sur la compréhension, les élèves commettaient des erreurs en très grand nombre. Alors, pas les meilleurs, évidemment. Les meilleurs, ils ne se trompent pas. Mais les moyens et les faibles commettaient des erreurs, et ces erreurs étaient très caractéristiques. Elles ne portaient pas sur le lexique, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
elle portait sur l'interprétation des pronoms, sur l'interprétation des articles définis, indéfinis, sur l'interprétation de certains modes de connexion. Et puis, c'est pas ce qu'on n'a pas exploré, mais il aurait fallu aller regarder l'emploi des formes verbales, également l'emploi de certains pronoms relatifs, de type dont, de type auquel, duquel, que la radio et la télévision se mettent à utiliser d'une manière totalement anarchique depuis quelques années, en neutralisant totalement les oppositions pour parler comme un linguiste. Donc, là, il y avait un vrai problème, et ce problème n'était pas français. Tu te souviens, on avait repéré exactement les mêmes difficultés aux États-Unis, en Angleterre, et c'est l'Angleterre qui a la première pris le taureau par les cornes, pour ainsi dire, puisque nos collègues Jane O'Keel, Kane, etc., ont commencé à s'interroger sur la possibilité d'améliorer cette situation, c'est-à-dire de créer des outils qui n'existaient pas et qui étaient destinés à travailler de manière spécifique la compréhension. Et aujourd'hui, alors on les utilise pas, ça c'est un problème crucial de formation des enseignants, hein, et qui est sous-jacent et qui est probablement l'un des déterminants forts des grandes difficultés qu'on a à améliorer la situation de l'enseignement en France. Cette formation des enseignants devrait être beaucoup plus longue, beaucoup plus raffinée, avec des alternances terrain et retour, beaucoup plus proche de ce qu'on fait dans le champ de la médecine que ce qu'on fait actuellement. Bon, c'est pas une autre question, mais c'est un déterminant fort. Mais je reviens à la compréhension. Il y avait une chose qui nous avait frappé, c'est qu'il n'y avait pas d'outils. Autrement dit, quand on voulait travailler l'orthographe, quand on voulait travailler les opérations arithmétiques, on avait des petits livres avec des foules d'opérations, avec des foules d'exercices. Il y en a qui sont très célèbres et que tout le monde utilisait. Et sur la compréhension, on n'avait rien. Pas un outil. C'est-à-dire pas un outil simplement permettant au maître de voir la diversité des situations, pas un outil permettant de travailler de manière explicite l'interprétation des pronoms, le suivi des anaphores à l'intérieur d'un texte. Et évidemment, on a eu, alors, et ça il faut s'en féliciter, cette observation et le travail de l'observatoire a permis d'inciter un certain nombre de chercheurs et de praticiens, ici même d'ailleurs au CRDP de Dijon, il y a eu tout un travail qui a été fait pour réaliser des petites activités, et puis il y a des gens qui se sont mis à travailler sur la construction de ces activités, et surtout un état d'esprit totalement nouveau à souffler, je ne sais pas s'il va continuer, qui était non pas simplement d'élaborer des activités, mais également de penser l'efficacité de ces activités à court terme, à moyen terme, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à penser la possibilité de les mettre en place dès l'école maternelle pour essayer d'avoir, au niveau du cours préparatoire et du cours élémentaire première année, un certain nombre d'acquis déjà disponibles pour pouvoir mener à bien la situation. Et donc, le tableau n'est pas tout à fait aussi noir que notre ami belge l'a tracé, mais il est bon que les Belges viennent nous rappeler que le roi est nu de temps en temps. Merci. On enchaîne directement ? On enchaîne. D'accord, 10 minutes aussi alors. J'ai pris 10 minutes. Donc bonjour, je suis contente d'être parmi vous. Donc moi je pense que j'ai été invitée parce que je suis co-autrice de Réapprendre à lire avec Anne-Claudine Holler, qui est un livre qui porte sur l'apprentissage de la lecture et les meilleures possibilités de résoudre les difficultés. Donc moi je vais centrer mon intervention sur quel est l'apport d'un sociologue sur la question, puisque les sociologues ne s'intéressent généralement pas vraiment aux questions d'apprentissage, mais plutôt aux effets des inégalités d'apprentissage qu'ils mesurent. Voilà. Et sachant bien que le fil de mon intervention, ça sera plutôt de dire qu'on empêche les enfants d'apprendre à lire, plutôt que de... Enfin, ce qui pose problème, c'est plutôt qu'on les met en difficulté dans l'apprentissage. Voilà. Donc, alors, l'apport d'un regard sociologique sur la question. Vous m'entendez pas ? Bon.
Alors, il faut savoir que ce qui est difficile, c'est qu'il y a une division du travail. Je vais être complexée là. Des injonctions contradictoires. Voilà. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que pour expliquer ce que c'est qu'un regard sociologique dans ce contexte, c'est qu'il y a une division du travail scientifique, il y a un partage des territoires et des prérogatives que les uns et les autres s'accordent pour parler légitimement de telle ou telle question, avec un monopole de la didactique d'une part, de la psychologie cognitive de l'autre. Hein. Sachant bien que personnellement, j'ai lu la psychologie cognitive, je l'ai utilisée, donc je ne suis pas du tout dans un esprit polémique. Hein. J'ai lu mes collègues et j'en ai tiré profit. Voilà. Alors, donc dans ce partage des territoires, la sociologie, elle mesure des inégalités, elle produit des analyses qualitatives qui sont souvent d'excellente qualité sur les processus de domination et d'exclusion à l'école primaire, à l'école en général. Et elle laisse à d'autres disciplines, la didactique et la psychologie cognitive, le soin de s'occuper des questions d'apprentissage. Et moi, je pense que c'est dommage. Alors, quand je me réfère aux questions aux analyses qualitatives, hein, les analyses quantitatives, tout le monde les connaît. Il y a un lien entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Bon, ça, je pense que c'est vraiment pas un scoop. Les analyses qualitatives, je pense à des ouvrages excellents que je vous invite à lire, comme celui de Mathias Millet et Jean-Claude Croiset sur la maternelle, hein, l'école des incapables. Donc là, c'est vraiment des analyses absolument, qui sont excellentes. Et du coup, s'intéresser de près aux questions d'apprentissage, c'est transgresser des frontières et s'attirer éventuellement des réactions d'une grande violence du côté de ceux qui considèrent être les détenteurs naturels, spontanés, légitimes des questions d'apprentissage. Voilà, hein, il y a 2 ans, quand on a pu les livres, on a été invité à France Culture. On a eu un débat très violent avec M. Guagou, alors que finalement, ce qu'on fait et ce qu'on montre n'est pas vraiment contradictoire avec les résultats de son enquête, puisqu'il montre qu'il y a beaucoup d'élèves, à partir des tests de fluence, qui en effet, on n'utilise pas, sont en situation de grande difficulté. Et nous, ce qu'on a juste montré, c'est qu'en changeant les pratiques, et d'ailleurs on s'est inspiré de vos travaux respectifs, on peut très bien renverser cette situation. Et c'est pas un crime. Ça ne nous paraissait pas être un crime de montrer qu'on pouvait réduire les inégalités. Et pourtant le coût est vraiment très, très lourd en termes d'agression voilà, qui continue par le biais des réseaux sociaux, de la part de militants pédagogiques qui, au fond, se réclament toujours de l'intérêt des enfants, mais sont attachés davantage à des conceptions qu'aux effets pratiques des conceptions sur les apprentissages. Donc la sociologie, c'est l'étude des normes et des représentations et des effets de ces normes sur les pratiques. Ce qui veut dire qu'on peut interroger les contextes de production historique de ces normes et de ces pratiques. Alors la sociologie, elle mobilise une conception des classes sociales qui est souvent plus fine et plus appropriée, c'est normal, c'est son travail, hein, pour comprendre les inégalités qu'une métaphore qu'on utilise souvent, qui est la métaphore de l'échelle sociale, le bas, le haut et le milieu. Et cette métaphore, c'est plus un obstacle qu'un outil de compréhension. Alors, d'un point de vue sociologique, on va prendre les normes pour objet, et non pas comme point de départ. Concernant l'apprentissage de la lecture, quel est le lien avec cette approche, c'est que les normes pédagogiques, elles peuvent être considérées comme des constructions politiques dont l'enjeu est surtout la constitution et le maintien de territoires spécifiques. Voilà, je suis l'expert, je suis le seul légitime à parler, ou la seule légitime, voilà. Et donc, en fait, ça défend surtout la constitution de territoires et d'opposition, même si ces oppositions elles sont toujours argumentées au nom de l'intérêt des enfants. L'intérêt des enfants, c'est le meilleur argument pour défendre les intérêts particuliers des monopoles de territoire. Hein, parce que comme c'est pas eux qui parlent, on peut toujours dire pour l'intérêt des enfants, pour leur meilleure compréhension, etc., etc. En même temps, ce faisant, on peut défendre des conceptions de la lecture qui plongent les enfants les moins dotés culturellement dans des très grandes difficultés qu'on peut objectiver aujourd'hui grâce à des outils qui ont été mis au point. Donc alors, je vais détailler plus. Par exemple, dans les oppositions, il y a des oppositions comme la compréhension et le décodage. Alors, le décodage, ça serait de la technique, la compréhension, autre chose, mais il n'y aurait pas de lien entre les deux. Bon, on sait que c'est faux aujourd'hui, bien évidemment, mais en même temps, les oppositions, comme je vais le dire un peu plus loin, se déplacent, prennent de nouvelles formes et finalement, chassées par la fenêtre, elles reviennent par la porte. Alors, parmi les oppositions qu'on peut rencontrer, il y a l'opposition entre une méthode de lecture faite pour la rééducation et une méthode faite pour l'apprentissage de lecture. Ça, c'est des oppositions que j'ai rencontrées. Moi, je suis désolée, en tant que sociologue qui interroge les normes, je m'étonne quand même
même qu'on puisse considérer comme, pour la rééducation, des outils qui sont plus efficaces pour apprendre au plus grand nombre d'élèves à apprendre à lire, et comme des conceptions de l'apprentissage de la lecture, de la vraie lecture, des outils qui mettent en difficulté beaucoup d'élèves. Sachant bien que les performances telles que mesurées par les tests, ce n'est pas les performances du système éducatif. Il y a plein de choses. D'abord, il y a les orthophonistes qui interviennent très fortement, et la situation serait bien plus critique s'il n'y avait pas ces interventions. Donc la situation, elle est bien pire que ce qui est décrit. Par ailleurs, j'ajoute qu'il y a des choses aussi qu'on occulte habituellement, c'est qu'on fait comme si toutes les familles étaient dépendantes des prescriptions de l'école. C'est faux. Je vais d'ailleurs publier un ouvrage en 2008 qui s'appelle, si l'éditeur accepte le titre, ce qui n'est jamais gagné, le goût de l'effort, la construction sociale, la construction familiale des dispositions scolaires. En fait, ce qu'on ne voit pas, et ça explique l'élévation des performances d'une partie des élèves, c'est qu'il y a plein de familles qui sont culturellement dotées, qui apprennent à lire à leurs enfants et qui le cachent aux enseignants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre norme qui s'appelle la norme de non-empiètement. Empiéter sur le territoire professionnel des enseignants, c'est une transgression de normes, comme un sociologue qui s'aventure sur les questions d'apprentissage. Du coup, ça pose problème aux enseignants parce que ça menace leur expertise et on le comprend bien. Et du coup, ces familles, stratégiquement, font des apprentissages qui sont très efficaces, mais tout simplement ne le disent pas. Et quand notre travail de sociologue, c'est aussi de faire des entretiens et d'avoir des récits de pratiques un peu détaillés, ils invoquent la demande de l'enfant. Ce serait l'enfant qui aurait demandé à apprendre régulièrement. En réalité, bon, voilà. Alors, les démarches pédagogiques, elles jouent fortement sur les élèves qui ont plus besoin de l'école, alors que le plus souvent, elles sont pensées pour les autres. Par exemple, le débat sur le constructivisme, etc., est un faux débat. Ça sert qui ? Quels élèves, quelle différenciation sociale ça produit ? Que ce soit bien ou mal, quelque part en termes de conception de l'enfant, ça devrait passer après ce qu'on peut constater à partir de résultats effectifs des élèves tels que mesurés par des tests de fluence ou autres. Voilà. Donc les normes pédagogiques dont vous avez parlé en disant que rien ne change, etc. C'est vrai qu'il y a une inertie très forte, hein, ça bouge quand même. Eh bien, elles sont favorables aux élèves culturellement favorisés. Mais les prescripteurs, c'est tout un ensemble d'acteurs, c'est des acteurs institutionnels, ceux qui contrôlent les enseignants, mais c'est aussi des prescripteurs savants, dont les didacticiens qui vont dire, voilà, il faut faire comme ça et ça ne peut pas être autrement parce que sinon il va s'en suivre des risques, voilà. Mais quel risque peut-on invoquer quand la situation est quand même assez délétère ? Sachant bien qu'il y a, au-delà des performances mesurées, il y a l'action des parents dans les milieux culturellement favorisés qui est invisible, et il y a l'action des orthophonistes, qui ne sont pas tous forcément inefficaces. Hein, donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors les difficultés à surmonter, c'est que quand les élèves ne réussissent pas à apprendre par des démarches qui sont prescrites, eh bien, les différents acteurs vont mobiliser tout un sens commun, et c'est notre travail aussi de sociologue de déconstruire le sens commun, pour reporter sur les familles et sur les élèves les difficultés qu'ils éprouvent. Alors, je vais faire court, hein, j'ai plus beaucoup de temps. Il y a une forte tendance à médicaliser les difficultés scolaires, recours abusif à la notion de dyslexie, de dyspraxie, qui devrait être davantage utilisée comme des catégories descriptives qu'explicatives. Ça décrit quelque chose. Après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Ensuite, le sens commun psychologique, il est dominant chez les enseignants, mais parce que, mais c'est pas de leur, enfin, je ne veux pas les mettre en accusation, c'est parce que ils sont eux-mêmes, comment dire, victimes d'une formation qui repose sur ces constructions politiques. Hein, soit on leur dit on va pas vous donner de recettes, soit on leur dit le déchiffrage s'empêche de comprendre, soit on leur dit rien, voilà. Donc du coup ils ont rien, donc ils font ce qu'ils peuvent. Alors le sens commun, alors ça va vous choquer, mais voilà, le sens commun vraiment généralisé, c'est l'élève ne peut pas apprendre à lire parce qu'il n'est pas psychologiquement disponible pour apprendre. Il faudrait d'abord traiter son comportement. Pendant ce temps-là, les inégalités se creusent, l'élève perd pied. Et le temps, il est parfois très difficile à rattraper, voire impossible, parce qu'il y a d'autres acquisitions qui sont nécessaires, l'orthographe, et qui supposeraient un certain nombre d'acquis préalables. Évidemment, ce sont les élèves de milieux populaires ou non culturellement favorisés qui sont considérés comme non disponibles pour apprendre. Pourtant, les autres aussi ont des parents qui divorcent, ont des parents qui ont des problèmes de conjugalité, ont des parents qui ont des soucis, des problèmes de couple ou autres. Mais c'est toujours lorsqu'il s'agit d'élèves culturellement défavorisés qu'on va invoquer alors l'imaginaire pour invoquer les impossibilités et les indisponibilités d'apprentissage,
c'est considérable. C'est immense. Hein. Lors de j'ai travaillé quand même 3 ans avec des enseignants, 4, mais le livre porte sur 3 ans, et on a tout entendu. Bon, par exemple, l'élève qui pourrait jamais apprendre de la part d'un enseignant spécialisé sur la rééducation psychologique, parce que il avait été conçu dans un parloir de prison. Alors le père avait fait de la prison, mais c'est invérifiable de savoir comment l'enfant a été conçu, hein, il n'y a pas de caméra a priori, et ensuite, enfin que je sais pas, mais j'imagine, et ensuite quels sont les effets directs cognitifs de la conception de l'enfant. Voilà, c'est très peu rigoureux et on est habitué quand même à... Bon, celui-là est caricatural, mais cet enfant c'est un bébé médicament, il a été conçu parce que son frère avait une maladie et qu'il fallait faire une greffe, voilà, bon... Voilà, je détaille pas. Alors, plutôt que du coup, comment ne pas mettre les enfants en difficulté, ça serait déjà pas mal, parce que c'est ce qu'on fait quand même, tenir davantage compte de ce qui permet aux élèves d'apprendre à lire, plutôt que de conceptions qui sont défendables théoriquement. Théoriquement, quand on a du capital culturel, on peut défendre beaucoup de choses. Mais c'est même théoriquement défendables, elles sont pas efficaces pour les élèves, et donc il faut quand même essayer d'être un peu plus pragmatique et mettre de côté, à l'écart, les conceptions théoriquement défendables, nobles, qui nous font plaisir, mais qui mettent des enfants en difficulté, ce qui va entraîner psychologisation ou médicalisation, qui sont vraiment des phénomènes massifs. Je ne suis pas les seuls à avoir observé. Hein. Lisez l'école des incapables, vraiment vous allez voir, et encore, voilà. Il y en a d'autres. Alors, ça veut dire aussi que ne pas empêcher les élèves d'apprendre à lire, c'est, sauf en cas de handicap avéré, qui existe évidemment, se départir autant que faire se peut du recours aux catégories médicalisantes ou psychologisantes pour se centrer sur des outils qui permettent de développer des aptitudes, mais aussi des attitudes qui sont attendues des élèves. De fait, le recours à ces catégories, et ça je l'ai observé, mais comme d'autres, hein, ce que j'ai montré, d'autres l'ont montré, le recours à ces catégories médicalisantes et psychologisantes détourne les enseignants de solutions pédagogiques sur lesquelles il faut se concentrer parce qu'elles développent des aptitudes. Voilà, il y a des choses, il y a des outils qui sont excellents, qui vont développer l'attention, la mémoire de travail, etc. Ces outils existent. Peut-être se recentrer sur ces outils, avoir... Des outils plutôt que de se dire bon voilà son père et sa mère elle s'est remariée mais on ne sait pas de qui est l'enfant, voilà, ça c'est bon, ça intervient massivement. Vous pensez que j'exagère, mais j'ai observé des réunions, c'est quelque chose de massif. Alors l'opposition entre combien de minutes? 2 minutes. Très bien. Donc l'opposition entre sens et déchiffrage, c'est qu'une construction politique qui a permis pendant des années à faire croire aux enseignants qu'un apprentissage direct, systématique, explicite des relations entre les graphèmes et les phonèmes, hein, je vais vite, hein, pour aller priver les élèves de la compréhension. Or, en réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ce qui freine la compréhension d'un texte explicite, hein, parce que la compréhension implicite, elle s'apprend de manière systématique, il y a des outils pour ça. Donc là, je parle d'un texte avec des informations qui sont explicites. C'est pas le déchiffrage, c'est la mauvaise qualité du déchiffrage. Mais on n'est pas habitué à la mesure de la qualité du déchiffrage, et je suis très déçue par les nouveaux tests de CP. Hein. Je pense que si on veut bien travailler, il faudra prendre plutôt les tests qui ont été construits par Coniscience. Voilà, parce que sinon on identifie des élèves déjà lecteurs par leurs parents, puisque ça suppose que les élèves soient déjà lecteurs, ils ne sont pas censés l'apprendre en grande section de maternelle. Voilà. Donc les enseignants ne sont pas formés à distinguer la mauvaise compréhension du déchiffrage, enfin une mauvaise compréhension liée à la mauvaise qualité du déchiffrage, qui est très fréquente, et les réels problèmes de compréhension. Sachant bien que les familles, une partie des familles, sans le dire aux enseignants, et même en le cachant, et nous dans les entretiens, ils nous le disaient, hein, pour ne pas se mettre à dos les enseignants, voilà, bon, compensent les faiblesses de l'école, font des apprentissages décisifs elles-mêmes, en invoquant la demande de l'enfant. Alors, ça veut dire aussi, quand on se rend compte, quand on sait que l'école n'est prescriptrice que pour une partie des familles, que le débat sur les devoirs, c'est un faux débat. Dire on va supprimer les devoirs, ça va réduire les inégalités, non, ça va les renforcer. Bien sûr, il faut débattre de quels devoirs. Quels devoirs, bien sûr, hein, il y a des devoirs qui sont trop complexes, qui supposent des parents. Mais l'entraînement, la régularité, de toute façon, les autres familles le feront, que l'école le prescrive ou pas. Donc, ne pas former les autres parents à le faire un petit peu, c'est un peu d'entraînement tous les jours, c'est au contraire augmenter les inégalités. Donc, déconstruire l'opposition entre déchiffrage
et compréhension et ménager. Alors c'est vraiment ce qu'il y a de très important. Monsieur Fayolle a parlé d'automatisation tout à l'heure, il a tout à fait raison. En fait, ce qu'on ne sait pas, on a avancé, on sait que le code c'est important, on sait que le code c'est pas un obstacle à la compréhension, on a quand même beaucoup évolué là-dessus, mais malheureusement, on en est encore, on ignore un processus que nous, on a vraiment voulu, enfin, sur lequel on a mis l'accent dans notre livre, on en est arrivé à là, après avoir mesuré les différentes choses, plus ou moins efficaces, c'est que le problème, c'est surtout l'automatisation, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Et pour produire l'automatisation qui va permettre la saisie du sens rapide et efficace, c'est l'incorporation. Et ça, on ne le fait pas. Ça veut dire aussi que pour réduire les inégalités d'apprentissage, il ne faut pas simplement enseigner le code de manière explicite, directe, en supprimant l'appel à la mémorisation qui est très inégalement développé, donc le moins possible de mots outils, le moins possible de devinettes avec les hypothèses, etc. Bon, il faut quand même cesser de mettre les élèves en difficulté, mais ça veut dire beaucoup plus, ça veut dire qu'il faut ménager aux élèves les plus éloignés de la culture scolaire des temps institutionnels d'incorporation, c'est-à-dire des temps d'entraînement, de lecture à voix haute dont l'efficacité a été montrée, qui sont institutionnellement prévus. Et ne pas craindre l'entraînement, la répétition pour ces élèves, parce que l'enjeu, c'est pas que les élèves des chiffres, c'est pas qu'ils comprennent le principe de la combinatoire. Ça, c'est mieux que rien, évidemment, et c'est un bon début. Mais l'enjeu, c'est de conduire les élèves à automatiser. Et l'utilisation d'une méthode de lecture syllabique seulement, même si c'est une excellente méthode syllabique qui ne fait pas appel aux mots-outils, qui ne fait pas appel avec pas de devinettes, etc., ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est l'incorporation dans ce travail d'automatisation qui permet l'acquisition d'un déchiffrage donnant accès à la compréhension d'un texte explicite. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été claire.